Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais commencer mon propos introductif par vous dire combien je suis inquiet. Je suis inquiet pour nos PME ETI parce que dans le résultat du baromètre que nous faisons avec Euler Hermès depuis 5 ans, nous continuons de constater que 60% des entreprises sondées ne font pas d'investissement pour se prémunir contre la fraude. Et de ce fait, ces PME ETI sont extrêmement fragilisées. Et c'est pour nous, directeurs financiers, que je représente, à travers l'Association nationale des directeurs financiers de contrôle de gestion, un sujet d'inquiétude qui se confirme par notre étude annuelle que nous faisons sur les priorités du DAF et dans lequel ressort également ce manque d'investissement de la part des PME ETI pour lutter contre la fraude. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde que nous organisons avec Euler Hermès. Je souhaite également la bienvenue aux personnes qui nous suivent par webconférence. Si elles sont physiquement éloignées, elles sont bien présentes parmi nous. Et donc bienvenue à vous toutes et à vous tous. Une table ronde qui va nous permettre d'illustrer concrètement ce qu'est la fraude et la cyberfraude, la cybercriminalité au sein de nos sociétés. Et je voudrais remercier chacun des participants ici présents pour le témoignage qu'ils vont vous apporter, le retour d'expérience qu'ils vont vous faire et les conseils qu'ils vous donneront. Je suis persuadé que ce sera extrêmement intéressant. Et je remercie en premier lieu Morgane Remy qui anime cette table ronde. Morgane est une journaliste spécialisée dans la finance et donc elle connaît bien notre milieu de l'entreprise. Alors, l'inquiétude que j'ai par rapport à cette fraude au sein de l'entreprise, c'est que 56% des entreprises qui ont subi une fraude comprise entre 10 et 100 000 euros, cette fraude a un impact conséquent sur leur trésorerie. Donc ça veut dire que les entreprises qui ne se prémunissent pas contre cette fraude sont extrêmement fragiles. Et une fraude, même de 10 000 euros, dans une petite PME, peut mettre à terre cette entreprise. Donc je souhaite vraiment souligner ce point précis pour sensibiliser l'ensemble des entreprises au fait qu'il faut travailler sur la lutte contre la fraude. Et l'un des services qui peut aider à lutter contre cette fraude, ce sont les directions des services des systèmes d'information, qu'ils soient internalisés ou externalisés. Il est extrêmement important que ces services ou ces entreprises externes se rapprochent des directeurs financiers pour 2 raisons. La première, c'est de monter des budgets ensemble sur la manière de lutter contre la fraude et de réfléchir également ensemble sur la stratégie à adopter en fonction du type d'entreprise et du secteur d'activité dans lequel cette entreprise évolue. Donc tous ces éléments vont être développés à travers cette table ronde et je suis très heureux de vous accueillir dans ce cadre-là. Je vous souhaite une très bonne conférence et remercie une fois de plus tous nos participants. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Bruno pour cette introduction. Merci. Je me joins à vous pour vous souhaiter la bienvenue parce que ce rendez-vous, cet événement est devenu un rendez-vous. Nous sommes au 5e baromètre. Et en fait, nous n'avons pas trop de cette régularité parce que, effectivement, les fraudes sont encore d'actualité. Les fraudes sont encore d'actualité et les fraudeurs sur le domaine cyber sont particulièrement innovants. Donc ça veut dire que chaque année, ils savent se renouveler, être plus malins que jamais. Alors que ce soit justement des petits malins ou des bandes carrément organisées, mafieuses, ils savent coder, ils savent industrialiser certaines attaques et puis ils sont très bons en ingénierie sociale. Donc voilà, ils sont présents, ils sont capables d'évoluer en fonction de vos stratégies de défense. Donc il est très important de chaque année faire un petit point sur l'évolution de leur stratégie à eux.
La bonne nouvelle quand même, c'est que au niveau microéconomique comme macroéconomique, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que les entreprises, de plus en plus, même si ce n'est pas le cas de toutes, se disent moins ça n'arrive qu'aux autres, mais de plus en plus, que vais-je faire quand cela m'arrivera? Alors on verra que ce n'est pas le cas de toutes, mais il y a quand même une progression. Au niveau macro, on a aussi des signaux qui sont très encourageants. On a le développement de polices d'assurance, fraude et cyber. On a la mobilisation de l'État et d'organisations d'intérêt public, groupements interentreprises, on en reparlera. Et puis, on a votre présence aujourd'hui, que ce soit avec nous ou par cette webconférence. Cette mobilisation, elle est importante puisque ça montre que vous vous intéressez au sujet, que vous vous mobilisez, et c'est ça qui participe aussi à la résilience générale. Donc merci à vous, et puis encore une fois, merci aux interlocuteurs qui sont là aujourd'hui, puisque c'est grâce à eux qu'on renouvelle notre veille, nos bonnes pratiques. Je vais vous les présenter de ce pas. Donc nous avions avec nous Olivier Goy. Donc, il est fondateur et président de la plateforme de crowdlending October. Donc, c'est une plateforme qui est européenne. Nous avons tout de suite à sa gauche Franck Giquel, responsable des partenariats du portail cybermalveillance.gouv.fr. Il nous dira à quoi sert ce portail. Nous avons la spécialiste Véronique Chauffeur-Ivar. Elle est consultante et elle fait de la sensibilisation justement sur les risques de fraude et d'attaques cyber en entreprise. Nous avons Caroline Boulier, bonjour, secrétaire générale de la start-up scientifique en cosmétique Capsum. Elle reviendra vers nous pour un témoignage très intéressant. Et bien sûr, Sébastien Agère, qui est responsable souscription assurance fraude chez Euler Hermès et qui rend aussi possible, grâce à la DFCG et à Euler Hermès, l'édition de ce baromètre chaque année. Alors justement, Sébastien Agère, je terminais par vous pour vous présenter, mais je vais commencer par vous pour la table ronde. Le baromètre, c'est l'actualité du jour. Pour commencer par une question facile, quelles sont justement les nouvelles fraudes qui font recette cette année ? Alors déjà, je voudrais rebondir sur le message de Bruno et souligner que la menace est toujours présente. C'est le premier constat qu'on peut tirer de cette étude. 7 entreprises sur 10 sont attaquées et 1 sur 4 subit plus de 10 attaques par an. Donc la réalité du phénomène, elle est ici. Le résultat, c'est qu'une entreprise sur 4 est victime d'une fraude avérée en 2018. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Ça signifie que la fraude cause toujours des préjudices aux entreprises. Alors, on ne peut pas parler de nouveaux mécanismes de fraude à proprement parler. On peut simplement souligner que c'est l'usurpation d'identité au sens large qui tient le haut du pavé, avec des fraudes qui font encore recette mais qui sont en repli, comme la fraude au faux président, qui génère encore des très gros détournements, dont certains ont été relayés par la presse il y a encore peu de temps, ou l'attaque au ransomware, qui génère des petits gains mais très multiples. Alors, la fraude principale relevée au cours de ce baromètre, c'est la fraude aux faux fournisseurs, donc qui consiste pour le fraudeur à se faire passer pour un partenaire de l'entreprise et à demander la modification des coordonnées bancaires pour obtenir le paiement en lieu et place du fournisseur. Merci beaucoup pour cette introduction. Et Caroline, je vois que vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça fait écho chez vous ? Parce que nous, on a subi le dernier cas que vous citez, Sébastien, qui est le faux fournisseur. Enfin, ce n'est pas un faux fournisseur. C'était un de nos partenaires qui est basé en Asie, avec qui, évidemment, on correspond essentiellement par mail, compte tenu du décalage horaire. Il nous a envoyé... Donc, le fraudeur s'est fait passer pour lui et nous a envoyé un mail nous disant que pour des raisons de réorganisation administrative, ils avaient changé de coordonnées bancaires. Le mail était exactement avec le logo de la boîte, enfin tout ressemblait. Et alors nous, en plus, en PME, il ne faut pas l'oublier, on est par Mons et par Vaux, on est en forte croissance aussi. Donc évidemment, la charge de travail fait que ma collaboratrice a changé le RIB et a envoyé l'argent. Heureusement, la somme était raisonnable.
mais je pense que la défaillance, on va dire, c'est pas humaine, mais c'est la crédulité qu'on peut avoir quand on a beaucoup de travail est un problème. Alors justement, Sébastien, pour revenir là-dessus, ce que vous voyez, vous, au quotidien, pas seulement par le baromètre, mais par votre présence sur le terrain, c'est que souvent les entreprises qui se font avoir sont loin d'être si crédules que ça. C'est plutôt une fraude qui est bien effectuée, qui est très dangereuse pour ça. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on constate, d'une part, c'est que les fraudeurs attaquent de plus en plus souvent la même cible, et c'est ce qui leur permet, au bout d'un moment, de réussir, puisqu'il y a bien un moment où l'organisation est mise à mal pour une raison ou une autre, soit parce qu'elle est en situation de sous-effectif, soit parce qu'elle a subi un problème technique. La deuxième chose, c'est que la fraude au FORIB nécessite de multiplier les contrôles. Dans certains cas, les contrôles sont beaucoup plus compliqués. Quand il faut vérifier les bonnes coordonnées bancaires d'un fournisseur qui se situe en Asie, c'est moins simple que quand on doit le faire sur un fournisseur français, par exemple. Donc, toute cette problématique a un point de convergence, c'est l'organisation interne de l'entreprise et également l'ensemble des moyens qu'elle va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir pallier à ce genre d'attaque. Très bien. Je voulais rebondir avec vous, Franck Gicquel. Vous avez aussi un autre point de vue d'observation qui est intéressant. C'est cette plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Alors, avant de parler des fraudes en général et de votre observation, est-ce que vous voulez bien présenter cette plateforme? Qu'est-ce que c'est? Oui, alors en quelques mots, puisque c'est un jeune dispositif, il a été lancé fin 2017. C'est un dispositif qui a été lancé dans le prolongement des missions de l'ANSSI, qui s'occupe des opérateurs d'importance vitale et des opérateurs de services essentiels, pour assister les victimes d'actes de cybermalveillance au sens très large, et pour le public large, c'est-à-dire à la fois les citoyens, les particuliers, les entreprises, on pense plus souvent aux TPE, PME, mais pas que, et aux collectivités territoriales. Pour cela, on se veut être un guichet unique pour toutes ces formes de cybermalveillance et essayer à terme d'être le plus exhaustif possible sur la menace pour que tout un chacun, lorsqu'il est victime, puisse aller sur la plateforme et trouver des solutions et une assistance. Alors, des solutions, puisqu'il y a déjà quelques plateformes qui existent pour certains types de cybermalveillance, le but étant pas de recréer des doublons, mais de rediriger vers des plateformes existantes que tout le monde ne connaît pas forcément. Et par exemple, si vous êtes victime, on en parlait là, de ransomware, de rançongiciel, essayez d'apporter aux victimes des éléments de compréhension du phénomène, comment réagir, et derrière leur proposer d'être mis en relation avec des prestataires de proximité de leur région. C'est assez original, hein, c'est des premières fois sur ces sujets-là où l'État va travailler avec le secteur privé, les acteurs terrains qui connaissent le dernier kilomètre, comme on dit, et qui maîtrisent aussi ces sujets-là, et puis pour pouvoir être capable de rayonner le plus largement possible sur l'ensemble du territoire. Voilà, en quelques mots. Donc vous êtes à la tête de ce guichet unique, de ce hub. J'imagine que ça vous donne aussi une bonne visibilité sur les attaques. Donc par rapport à ces résultats de baromètre, à ces usurpations d'identité qui sont très prégnantes, est-ce que vous les constatez aussi ? Alors oui, beaucoup d'usurpations d'identité. Après, s'il fallait parler de grandes typologies d'attaques, parce qu'il y en a beaucoup, évidemment, sur les pros, on voit des choses extrêmement ciblées parfois. Donc là, qui font évidemment appel beaucoup à l'ingénierie sociale. Là, quand on parle de techniques assez avancées, on peut voir des cas où parfois les attaques se font sur plusieurs mois. C'est-à-dire, on rentre sur les systèmes d'information en ayant bien choisi la victime, peut-être plus fragile en tant que maillon que certaines. On va lui envoyer le bon mail où il va cliquer. Le logiciel, pour simplifier la chose, sera présent sur le système d'information et les pirates vont, pendant plusieurs mois, de manière la plus discrète possible, infiltrer le système d'information, le cartographier, élever les privilèges, les droits d'administration pour pouvoir taper de manière assez forte quelques mois plus tard. Ça, c'est des choses très très ciblées. Ça demande des moyens, ça demande du temps. Il ne faut pas oublier que les pirates sont, comme toute entreprise, dans des logiques héroïstes. Donc ça n'arrive pas à la boulangerie du coin. Maintenant, il y a plusieurs niveaux d'attaque. Et puis, on va avoir
à côté des attaques vraiment très très larges. On pense beaucoup tous, je pense, au phishing, on en reçoit des kilos. Sauf que ça s'est énormément professionnalisé. On est évidemment bien loin des phishing d'il y a quelques années, bourrés de fautes d'orthographe et de problèmes de typographie et de logo. Donc on est sur des choses assez propres, contextualisées. Quand on va avoir, là on avait eu ça, des faux jeux concours pour l'anniversaire d'une grande compagnie aérienne, c'est vraiment l'anniversaire de cette compagnie aérienne, donc voilà, on crédibilise ça. Et la nouveauté, c'est qu'on va ajouter des facteurs pour personnaliser ces attaques finalement massives et les crédibiliser. Vous devez être nombreux et nombreuses à avoir reçu ce mail, cette arnaque, vous menaçant, vous disant voilà, je sais que vous regardez du porno, je vous ai vu, je sais ce que vous regardez, et si vous ne payez pas, j'envoie les photos de vous. Bon, on aurait pu recevoir sans y prêter attention. Sauf que là, pour la première vague, ils ont crédibilisé leurs propos en vous envoyant un mot de passe, en disant « je suis rentré sur votre PC, regardez, j'ai votre mot de passe ». Et effectivement, ce mot de passe, c'était un de vos mots de passe. Sauf qu'il date potentiellement d'il y a 10 ans. Il s'est retrouvé sur le dark web. Il a fuité avec tous ces vols de données dont tous les Français entendent parler, mais malheureusement l'un chasse l'autre et on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Les vols de données, c'est ça. C'est des choses qui sont récupérées après et qui peuvent être réutilisées. Et vu que malheureusement les utilisateurs parfois utilisent le même mot de passe partout et ont tendance à ne pas le changer, ça devient crédible. Donc les mecs sont plutôt malins. Globalement, déjà, secteur du divertissement, celui du divertissement pour adultes est plutôt répandu, bonne pioche. Et de deux, ils jouent sur la culpabilité, la honte. Et le dernier en date, qui a priori concerné potentiellement 10 millions de Français, a été envoyé, en apparence du moins, de votre adresse email, en fait, ce qu'on appelle du spoofing. C'est pas du tout le cas, mais je peux vous dire que ça a interpellé beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, mais pas que, et en plus haut lieu. Et pourquoi c'était intéressant, je pense, d'en parler aujourd'hui? Là, on pense plutôt aux particuliers, mais sachez que beaucoup de ces appels de détresse venaient des entreprises, puisque il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, y compris au travail, on consulte sa boîte mail perso, ses réseaux perso et tout ça. Et ça, c'est essentiel que vous ayez tous en tête que les usages, si ce n'est pas déjà le cas, ont évolué. Et que par conséquent, il est important de sensibiliser sur ces deux volets-là. Très bien, merci. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais la technique s'appelle du spoofing. Et l'adresse qui, a priori, est l'adresse de l'expéditeur ne l'est pas. Mais effectivement, tout de suite, là, ça interpelle. J'en profite juste parce que ça, c'est quand même assez répandu pour vous dire qu'il y a une procédure spécifique qui a été mise en place avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et sur notre plateforme, vous pouvez trouver un formulaire de plainte en ligne, parce qu'évidemment, on ne va pas tous aller au commissariat pour ça, parce que ça permet derrière de regrouper les entêtes techniques des mails et les comptes de Bitcoin. Donc ces comptes où les victimes vont envoyer de l'argent, et je peux vous promettre que malheureusement, il y a déjà que des comptes Bitcoin qui sont assez remplis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire suivre là-dessus, ce sera utile à la cause. Merci pour cette question. Je vois qu'il y a d'autres questions. Notez-les et on les reprendra à la fin de la table ronde si vous voulez bien. Ça permettra de fluidifier l'échange. Mais c'est très précieux, donc notez-les et on les prendra évidemment à la fin de la table ronde. Merci en tout cas. Très bien. Vous accepterez de nous le raconter tout à l'heure ? Super, merci beaucoup. Alors, j'enchaîne avec vous, Véronique, si vous voulez bien. Vous travaillez justement auprès des entreprises pour les aider face à ça. Vous faites de la formation, de la sensibilisation. Oui. Qu'est-ce qui vous étonne encore? Vous avez même été directrice financière de Zara France, donc vous avez été exposée à ça depuis très longtemps. Mais il y a quand même quelque chose qui vous surprend encore, je crois. Est-ce que vous voulez bien nous en parler?
Alors, je ferai la distinction entre les attaquants et les entreprises cibles. Du côté des attaquants, je reste toujours fortement impressionnée par leur mobilité, leur capacité d'adaptation et surtout leur sens aigu de l'impunité qui les rend particulièrement dangereux puisqu'ils savent qu'ils peuvent se livrer à beaucoup d'exactions sans problème. Si on résume, on les retrouve généralement là où on ne les attend plus, puisque leur mode évolue en fonction des réactions et de leur taux de succès. Ce sont des organisations qui mêlent de manière assez efficace moyens humains et outils informatiques. Et en général, ils ont deux coups d'avance sur l'ensemble de leurs cibles. Donc, c'est une constatation que je fais depuis plusieurs années puisque je suis ce phénomène et qui reste toujours d'actualité. Il n'y a pas de changement sur ce plan-là. Alors, du côté des entreprises cibles, je dirais qu'il y a un point qui me paraît assez important. Les entreprises en général sont conscientes du danger et ce que j'appelle les zones d'impact potentiel, c'est-à-dire en général comptabilité, trésorerie finance d'un côté et département informatique de l'autre, sont organisées et essayent de se défendre. Le problème, c'est que bon nombre d'entreprises n'ont pas intégré le fait que le genre d'organisation qui les menace investit des zones beaucoup plus larges que ces zones d'impact. C'est-à-dire que ce qu'on voit et ce à quoi on pense, c'est là où apparaît l'incident, mais ça n'est que la pointe de l'iceberg. En général, pour que les attaques réussissent, il faut qu'en amont, les attaquants se soient renseignés sur l'entreprise et identifier les zones de vulnérabilité et les cibles potentielles. Alors, c'est ce qui explique que finalement, vous apercevez qu'avec exactement les mêmes modus operandi, la crèche du quartier, le laboratoire d'analyse vont se faire dérober quelques milliers d'euros, mais en parallèle, la Banque centrale du Bangladesh, avec exactement les mêmes techniques, va se voir détourner 90 millions de dollars en 4 minutes. Donc là, on assiste vraiment à un raid. Et quelle que soit la taille des organisations, elles ont toujours beaucoup de mal à se défendre. Alors, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est le problème de la récidive. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a été attaquée, voire et ou piégée, elle peut être attaquée non piégée, mais piégée aussi, qu'elle est vaccinée contre le mal. Elle peut, si elle ne se renforce pas et si elle n'est pas toujours vigilante, elle peut être sujette à de nouvelles attaques. Alors, l'exemple qui date un petit peu, mais qui continue, moi, à m'impressionner beaucoup, c'est cette entreprise qui a vu un de ses employés effectuer en moins d'un mois 25 virements d'un petit peu moins d'1 million chacun. Donc, on voit à quel point il y a des systèmes de manipulation qui peuvent être efficaces. Donc, mon message, c'est de dire, globalement, même si on se protège, il reste encore énormément de zones de vulnérabilité au sein des entreprises de toute taille. Merci. Alors, on voit, il y a encore du travail, mais il y a aussi des entreprises qui sont vertueuses, qui arrivent à passer entre les mailles du filet, même si ça ne les vaccine pas, comme vous le disiez. Olivier Goy, vous avez affaire structurellement à de la fraude. Oui, si on peut passer le micro, merci. Structurellement à de la fraude, simplement parce que vous prêtez de l'argent et qu'il y a des flux financiers. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi vous êtes confrontés, finalement, de manière, je crois, hebdomadaire ? Oui, effectivement, il faut peut-être expliquer en 2 mots notre métier pour que vous puissiez comprendre à quoi on est exposé. On est une plateforme de prêt aux entreprises, c'est-à-dire que les entreprises peuvent venir sur notre site internet pour faire des demandes de prêt. Et de l'autre côté, il y a des investisseurs, prêteurs particuliers ou institutionnels qui vont prêter de l'argent à ces entreprises. Donc bien évidemment, par nature, par construction, dès qu'il y a de l'argent en jeu, comme tous les organismes financiers d'ailleurs, bancaires, assureurs, etc., organismes de leasing, organismes nationaux, on attire les fraudeurs parce que voilà, vous disiez, il y a parfois des petits enjeux sur des petits commerces, mais quand il y a des gros enjeux sur les grosses sociétés financières, c'est encore plus intéressant. Donc la fraude, bien évidemment, nous, alors je peux vous dire que c'est une réalité, mais quotidienne, vraiment quotidienne. C'est 6 à 7 tentatives de fraude bien organisées par semaine que l'on déjoue. Et puis surtout, c'est des fraudes déjà auxquelles on a été confrontés de manière réelle
est complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu 3-4 fraudes. On est né en 2014, on a pris notre premier prêt en 2015. En 4 ans, on a eu 3-4 fraudes, 2 qu'on a totalement solutionnées. Ça vaudra peut-être la peine que je rentre dans les détails tout à l'heure, sur lequel on a récupéré notre argent, et un 3e sur lequel on est en train de se battre. Je pense que le premier point, et je rebondirai sur votre commentaire, madame, sur l'impunité. L'impunité, pourquoi aussi les fraudeurs l'ont, cette impunité? Parce que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a subi une fraude d'accepter de venir témoigner. Je vais prendre un exemple tout simple, mais qui est très révélateur. Essayer de trouver des gens qui sont prêts à venir sur cette scène pour raconter ce que je raconte. Si j'en crois Morgane et ceux qui ont organisé cette table ronde, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a comme un sentiment de honte. On s'est fait avoir, c'est peut-être qu'on est moins bon que les autres, moins intelligent que les autres, ou qu'il y a un truc bizarre. En fait, je pense que c'est pas la réalité, premièrement. Et deuxièmement, la réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se font frauder, qui ne vont pas au bout de la démarche. Ne pas aller au bout de la démarche, et je pense notamment aux organismes financiers, c'est-à-dire qu'ils passent ça en perte et profit, notamment parce que c'est des gros organismes financiers. Donc on a subi une fraude, on va faire éventuellement un petit dépôt de plainte quand même pour dire puis on ne va pas plus loin. Et ça, je peux vous dire que dans les 2 cas de fraude qu'on a eu, on a eu des cas de fraude où à côté de nous, il y avait 3 banques, un organisme de leasing, un organisme national. Ils ont, pour certains, déposé plainte, pour certains, rien fait. Ils ont passé ça en provision, et puis voilà. Et nous, on est les seuls à s'être battus jusqu'au bout. Quand je dis battus jusqu'au bout, on a récupéré une créance de 500 000 €. On s'est battu, ça nous a coûté 150 000 € de frais d'avocat, mais on est allé non seulement récupérer l'intégralité de notre créance, et là on peut rendre hommage à la justice qui sait être très efficace quand elle est bien saisie. Je vais vous dire ce qu'on a fait. On a fait une saisie conservatoire non contradictoire. Vous faites frauder, au lieu d'aller crier ou bétorbi, vous dites rien, vous allez voir un juge et vous dites voilà, je pense que je me suis fait frauder par cette personne, vous allez faire un truc, vous allez geler tous ses comptes, et après on va discuter, parce que si je porte plainte, elle va organiser son insolvabilité. Extrêmement efficace, on a gelé tous les comptes, et ensuite on a tiré la pelote. Et la justice et la police nous ont aidés à tirer la pelote. Résultat, 3 personnes en prison. Et ça, pour ça que moi je suis content, à l'inverse, de venir témoigner sur scène, parce que le message que je veux passer, je pense qu'il y a 2-3 fraudeurs qui vont regarder la table ronde, j'en suis persuadé, puis il y en a peut-être même dans la salle, n'ayons peur de rien. Non mais c'est sûr, ils sont malins, ils viennent écouter. Le message il est très clair, on ne lâche rien. C'est-à-dire que quand on se fait frauder, on va au bout, on communique publiquement, je suis prêt à vous donner les noms des gens si vous me les demandez, on va au bout des choses et on les met hors de nuire. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qu'on a fait arrêter, ce sont des récidivistes. Et il y a 1% des gens qui emmerdent 99% des gens honnêtes. Si quand vous allez chez Allianz, quand vous avez un sinistre, demander un remboursement, et que votre assureur, globalement, il est quand même sur la réserve, parce qu'il s'est fait frauder tellement de fois qu'il va vous regarder avec un œil négatif, a priori. C'est pour ça que quand il y a des gens qui viennent emmerder le système, il faut les mettre hors de nuire, c'est indispensable. Dans les gens qu'on a fait arrêter, on est tombé sur un ancien responsable du contentieux d'une grande banque française, qui avait piqué de l'argent dans cette banque, donc des fraudes comme le monsieur a fait, là, à coût d'1 million d'euros. Il n'a peut-être pas fait 25, mais il en a fait quelques-unes. Et qu'est-ce qu'a fait cette banque au moment de le licencier? Elle a préféré faire une rupture conventionnelle, beaucoup plus consensuelle, surtout pas de plainte, surtout pas d'inscription au casier judiciaire. C'est une honte. Il faut aller au bout, il faut inscrire ça sur le casier judiciaire. Sinon, la personne récidive. Autre exemple, quand vous faites une fraude, c'est rarement une fraude unique. Les bonnes fraudes, elles sont en bande organisée. Il faut plusieurs acteurs. Quand une entreprise vient frauder chez nous, il faut qu'elle puisse à un moment ouvrir un compte en banque. Pour ouvrir un compte en banque, quand vous avez des fausses pièces d'identité, vous voulez passer les films qu'on appelle des KYC, des You Know Your Customer, à un moment, il faut une complicité interne. C'est ce qu'on a mis en exergue, on a fait l'enquête sur nos fraudeurs, par des systèmes d'écoute. On s'est rendu compte tout simplement qu'il y avait une complicité bancaire d'un jeune chargé d'affaires qui a mal commencé sa vie professionnelle, qui, contre l'échange de quelques euros sous son matelas, a accepté de fermer les yeux sur un KYC. Olivier, puisque vous en parlez, est-ce que vous voulez bien nous expliquer un peu comment cette fraude s'est effectuée, comment ça s'est passé et comment vous l'avez détectée? Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je ne vais pas forcément vous expliquer comment on l'a détecté, parce que je pense qu'il y a bien un truc à ne pas communiquer, surtout dans une table ronde publique comme ça, c'est nos méthodes. Parce que ils ont peut-être un coup d'avance sur beaucoup de monde. On estime aussi avoir un coup d'avance sur 2-3 choses. Donc, par définition, je ne vous dirai pas comment on fait, par structure. En revanche, je peux vous expliquer les mécanismes. Les mécanismes, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Ça consiste à racheter une entreprise qui est plutôt saine, qui a un historique de financement qui est bon. On rachète cette coquille, mais elle est plus ou moins en sommeil. On booste le compte de résultat et le bilan par un peu de fausse facturation. On fait signer ça par un expert comptable frauduleux ou un vrai expert comptable malhonnête. Juste quand même un petit chiffre, il y a plus d'experts comptables frauduleux en Ile-de-France que d'experts comptables enregistrés auprès de l'ordre. Ça vous donne déjà quand même une petite proportion des choses. Non, mais c'est un phénomène qui
qui hérisse le poil de l'Ordre des experts comptables en Ile-de-France, hein, qui est extrêmement dramatique, souvent même pour les entreprises. Vérifiez vous-même en tant que chef d'entreprise que votre expert comptable est enregistré auprès de l'Ordre. Si ce n'est pas le cas, sachez que le jour où vous avez un contentieux, je ne sais pas, avec un organisme social parce que vous avez fait une erreur dans une déclaration, ce monsieur-là n'est pas assuré. Juste pour le savoir. Hein. Donc, voilà. Donc, fraude en bande organisée, et puis avocat véreux, et puis là, on monte la chaîne gentiment. Il faut toujours soudoyer quelqu'un, donc il y a toujours une personne a priori honnête, mais voilà, qui a craqué et qui allait souffrir un compte. Et à partir de là, le système, il est assez simple. C'est j'emprunte de l'argent auprès de différents organismes et je fais tourner. Et puis quand la cagnotte est assez grosse, je pars avec et je vais dans un pays où il n'y a pas d'extradition avec la France. Voilà. Le système, il est assez simple et il se répète à l'infini. Et il se répète d'autant plus à l'infini que souvent, quand ça arrive, ces personnes-là bénéficient de 4-5 ans devant elles parce qu'il y a une inertie de gens qui s'y prennent mal pour aller les compter. Mais des exemples comme ça, il y en a plein. Ne vous fiez jamais, par exemple, à un cabis avec un gros capital social. Ça ne veut rien dire. Un cabis, je peux vous créer demain matin une entreprise avec 1 million d'euros de capital social tout en ayant 1 euro dans ma poche. Je fais comment? Très simple. Je vais à ma banque, une banque du quartier, je dépose 1 euro pour créer ma société, je vais avoir un certificat de dépôt des fonds, je vais au greffe du tribunal, je dis voilà, j'ai créé une société, 1 euro de capital social. Ils regardent le certificat de dépôt des fonds, ils vont m'enregistrer une première société, je vois que ça marche bien. Je modifie sous Photoshop ce premier certificat. Au lieu d'1 euro, je mets 1 million, c'est très simple avec Photoshop. Je retourne au greffe, je repars cette fois-ci avec un cabis avec 1 million d'euros de capital social. Et aujourd'hui, il faut savoir que le greffe n'a aucune possibilité d'interconnexion avec la banque. C'est-à-dire que dans un monde moderne dans lequel on vit, il faudrait que le greffe puisse interroger automatiquement la banque pour vérifier qu'il y a 1 million d'euros sur le compte et pas 1 euro. Ça ne se fait pas, c'est technologiquement pas fait. Là, typiquement, le gouvernement, là on pourrait compter, ça fait partie des mesures qui pourraient être mises en place d'interconnexion automatique pour vérifier ce genre de choses. Très bien, merci. Je voulais rebondir pour rester dans le cas d'entreprise avec vous, Caroline. Vous avez justement eu une fraude avérée, mais vous n'étiez quand même pas désarmée. Vous avez mis en place plusieurs choses. Donc, qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour contrer cette image de crédulité et montrer que les entreprises qui se font avoir sont aussi des entreprises matures? Alors nous déjà, d'un point de vue organisation, on a évidemment une DSI qui est organisée, qui est structurée, et on a un système de paiement sécurisé aussi. Mais en fait, là, c'était plutôt, donc c'est ce qu'on appelle le faux RIB, et donc, donc maintenant, depuis, la seule chose qu'on fait, c'est que dès qu'il y a un changement de RIB, on appelle la personne. En fait, c'est des toutes petites choses qui font qu'on évite des problèmes de process. Même si on est structuré avec la DSI, même si on a un système de paiement sécurisé, je pense qu'il faut ajouter des process internes qui font qu'on vérifie toujours avant de changer quelque chose. C'est simple, mais c'est efficace, ça permet de vérifier simplement. C'est simple, mais il faut y penser. Le faire systématiquement est une bonne façon de vérifier que la personne est la bonne personne. Véronique, je voulais continuer avec vous. Vous aussi, vous avez fait face à des fraudes qui sont parfois particulièrement bien ficelées. Oui. Il y en a une, par exemple, qui implique un personnage public. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, je pense qu'il faut bien comprendre que les attaques, l'entreprise ciblée et la personne ciblée au sein de l'entreprise, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est la suite logique des investigations qui ont été faites par les attaquants, qui, à partir de ces informations qui ne sont pas vraiment du domaine public, affinent leur stratégie et montent des scénarios. Alors, avant de vous parler de cette attaque récente, je voudrais quand même vous rappeler que les enquêteurs ont pris évidemment certaines personnes en flagrant délit ou presque, et dans les pièces qu'ils ont trouvées, ils ont trouvé des pièces qui, pour moi, illustrent ce côté très élaboré de l'attaque. Il y avait des véritables documents de questions-réponses préparés pour appeler les entreprises et personnalisés par entreprise. On serait cru dans un véritable centre d'appel très professionnel, style Darty. Donc, face à ça, vous avez à l'intérieur de l'entreprise des personnes qui sont en amont de ce que j'ai appelé les zones d'impact, qui sont très peu informés de ce genre de risque et qui vont se retrouver un jour au téléphone avec un interlocuteur qui va leur poser ce qui leur paraît des questions anodines auxquelles ils vont répondre. Mais la question ou la réponse n'est anodine que pour celui qui y répond
parce que ce sont des informations à forte valeur ajoutée pour les attaquants. Alors, effectivement, j'ai constaté que ce genre d'attaque, en tout cas ce que j'appelle les gros coups, les Top Gun, sont de plus en plus complexes. La dernière fraude en date, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la fraude dite Le Drian. Je ne sais pas si certains de vous ont lu là-dessus la littérature, mais ce qui est impressionnant, c'est que donc la cible des attaquants, c'était quand même des people, c'était des marchands d'armes, c'était des intermédiaires dans les ventes d'armes, et il y avait même aussi un évêque. Alors ça s'est passé de façon très simple. Monsieur Le Drian, via Skype, contacte ces futures victimes et leur explique qu'il leur demande, en raison de leur forte notoriété, de leur sens des valeurs, d'aider le gouvernement français à payer une rançon pour 2 otages de façon confidentielle et avant que l'information ne s'ébruite dans la presse. Alors c'est simple, on verse les fonds et on a un remboursement garanti 48 heures après. Alors bien évidemment, la garantie de remboursement ne fonctionne pas, mais la surprise est garantie parce que ça a mis beaucoup de temps à s'ébruiter, les personnes ayant, comme le disait mon confrère, des difficultés à reconnaître la façon dont ils avaient été piégés, mais il y a eu des dizaines de millions d'euros qui sont partis comme ça. Alors la leçon de ça, c'est que ce genre de fraude est beaucoup plus élaboré aujourd'hui, mais je pourrais vous reprendre les premières fraudes qui ont été identifiées dans les années 2005-2006. Il y a exactement les mêmes ingrédients de départ, c'est-à-dire il faut lutter contre le terrorisme, on vous demande un effort civique, on vous demande une grande confidentialité et on vous demande de débourser de très fortes sommes. Donc il faut bien savoir que personne n'est à l'abri et que les cibles, les victimes sont multi-horizons. On ne peut pas définir un profil type de victime ou d'entreprise victime. Donc là, on le voit, les fraudeurs font feu de tout bois, cherchent la faille humaine en fait, cherchent la personne qui va céder, soit par inadvertance, soit parce qu'il la connaît très bien et qu'il fait de l'ingénierie sociale. Alors Sébastien Agère, je voulais vous donner la parole là-dessus, puisque le maillon humain est primordial. Il est à la fois parfois le maillon faible, mais aussi parfois le dernier rempart contre la fraude. C'est ce qui ressort de votre baromètre, je crois. Oui, tout à fait. Ce qui est compliqué aujourd'hui, et on le voit bien à travers les différents témoignages, c'est qu'il y a une confusion des genres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de segmentation nette entre l'attaque informatique d'une part et la fraude d'autre part. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'attaque cyber est au service de la construction de fraudes complexes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt nouveau. Je pense à 2017 qui était caractérisé par de l'attaque au ransomware, donc c'est vraiment de l'attaque massive, moyennement ciblée, on va dire, et qui repose sur la perspective de petits gains multiples. Là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des intrusions dans les systèmes d'information. Donc là, c'est purement technique. Parfois, ça s'appuie sur le comportement utilisateur, mais pas toujours. Et l'intrusion dans les SI va permettre de collecter de l'information qui va permettre elle-même de nourrir une fraude qui sera caractérisée par de l'ingénierie sociale, comme une fraude au faux président ou une fraude au faux RIB. Ce qu'on constate, c'est que les sommes détournées sont très vite importantes. On a 13% des entreprises interrogées qui déclarent avoir perdu plus de 100 000 euros. Et c'est très significatif à l'échelle du tissu économique national. Et enfin, s'agissant de la combinaison des facteurs humains et techniques, alors bien évidemment, le premier dispositif qui a permis de déjouer les tentatives, c'est le bon comportement. Alors le bon comportement, ça s'appuie d'une part sur la formation, la lucidité, le fait de ne pas avoir peur de demander à son président si c'est bien lui qui demande un virement. Ça paraît bête, mais c'est souvent ce qui permet de frauder une entreprise, cette crainte-là, cette barrière en fait managériale. Mais ce sont également les process, c'est-à-dire toute l'organisation qui va permettre de multiplier les contrôles. Parce que, comme vous l'avez dit, on est passé d'une phase où il fallait identifier les entreprises à une phase où il faut les authentifier. On est sur un problème d'authentification. C'est-à-dire que j'ai un document, j'ai un cabis, mais ça ne me dit rien sur la réalité de l'identité de l'entreprise qui s'adresse à moi. Et tout cela, ça nécessite
des moyens humains pour multiplier les contrôles, multiplier la vigilance. Et également, ça n'a, à mon sens, de valeur que si c'est également appuyé par des dispositifs techniques qui vont permettre de réaliser des barrières à l'entrée face aux cyberattaques et également construire des workflows qui vont permettre de segmenter les procédures et de multiplier les contrôles et, par exemple, ralentir le process d'engagement des paiements. Je le rappelle, la plupart des fraudes par usurpation d'identité et qui ont permis de détourner des très gros montants ont été réalisées après une longue période préparatoire, mais la phase de paiement est extrêmement courte. Et je me souviens très bien d'un directeur financier qui a subi une fraude extrêmement importante, proche du million d'euros, qui me dit « La première chose que j'ai apprise dans cette situation, c'est que plus rien n'est urgent. Au niveau de la direction financière, on a des paiements qui sont pensés, un nouveau paiement qui doit sous moins de 24 heures, ça ne doit pas exister. Et ça, c'est un des grands constats en fait, que tirent les directions financières quand elles ont été confrontées à cette problématique. Caroline Boulier, je voulais vous donner la parole là-dessus aussi, parce que vous êtes à la tête d'une PME, donc c'est un enjeu, avoir cette vigilance sans avoir les moyens d'un grand groupe. Donc comment vous faites, vous, pour renforcer ce maillon humain? Comment vous travaillez là-dessus? Alors, donc déjà, dans le cas du changement de RIB, ça je vous ai expliqué. Ensuite, comme dans beaucoup d'entreprises, on a séparé la saisie de la facture, la préparation du virement et la validation du virement. Et là, je vais essayer de sécuriser aussi toute la partie comptable. Et tous les paiements se font de façon automatique depuis la compta. Donc j'essaie d'éviter au maximum la saisie manuelle d'un virement. C'est-à-dire qu'on rentre dans la saisie. On essaye que tous les systèmes se parlent. Très bien, oui. Miser sur la communication et éviter une intervention justement d'urgence. Exactement, surtout pas de virement d'urgence. Très bien. Olivier Goy, vous avez aussi, vous, mis les moyens, alors sans nous donner effectivement les petites recettes, parce qu'on est écouté, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez mis en œuvre, notamment pour maintenir la vigilance, maintenir ce niveau de résilience? Alors d'abord, il faut savoir qu'effectivement, une grande partie de tout ce qu'on discute là est possible grâce à la technologie, mais la lutte est aussi possible grâce à la tech. Donc il faut l'utiliser dans les deux sens. Alors encore une fois, je suis très, très discret sur ce qu'on a mis en place, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a énormément appris et je pense que chaque fois que vous êtes confronté à des cas de fraude, il faut discuter entre entreprises qui ont les mêmes problématiques pour comprendre les patterns de fraude et mettre en place des outils qui soient utiles et adaptés bien sûr à votre entreprise. Vous ne pouvez pas réagir pareil dans votre cas, il y a notre cas à nous qui est encore un cas très différent. En tout cas, le message d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, comme la cybercriminalité est un vrai sujet, on a la chance de voir beaucoup de sociétés développer des offres de produits et de services autour de cela. On voit même des fonds se créer autour de cette thématique. Je prendrai deux sociétés, je vais vous donner que nous on utilise et qu'on aime beaucoup dans les outils. C'est un outil qui s'appelle Screen, qui permet effectivement de détecter des pics d'activité sur votre serveur et des attaques potentielles. Donc ça, c'est une société française qui est extrêmement performante. Et une autre s'appelle Yes We Hack, qui est financée par CNP Assurance, notamment, si je ne dis pas de bêtises. Et donc des sociétés comme ça vous donnent des outils, des boîtes à outils qui peuvent être extrêmement pertinentes selon vos secteurs d'activité. Nous, en mettant en place ce genre de choses, on détecte, des failles, on surveille en permanence le système. Donc, et là encore, je me souviens plus, je crois que c'est ensemble qu'on discutait de cela tout à l'heure, mais souvent c'est vu comme un coût par les directions générales. C'est comme dire, je n'ai pas envie de former mes salariés, ils vont devenir meilleurs, je vais aller ailleurs. Et si on ne les forme pas, qu'est-ce qui va se passer? On aura une mauvaise équipe. Donc c'est à peu près le même genre de réflexion. Il faut absolument investir, bien sûr à la hauteur de vos enjeux, investir dans les process, ça ne coûte pas grand-chose si ce n'est d'y réfléchir soi-même, mais investir dans les outils. Et il y en a de plus en plus extrêmement performants. Alors justement, je crois que rapidement, cybermalveillance.gouv.fr propose des outils. Alors j'avoue qu'on manque de temps. Alors est-ce que vous pouvez les présenter rapidement, les kits que vous proposez aux entreprises? Très vite. Il y a, juste parce que c'était intéressant tout à l'heure, le retour. Il y a deux volets. Il y a le post-incident, parce que malheureusement, tout le monde ne se prépare pas et est prêt à être sensibilisé qu'après avoir été victime. C'est un peu triste, mais c'est malheureusement une réalité. Si c'est le cas, vous êtes victime, vous allez sur cybermalveillance.gouv.fr,
vous avez des parcours didactiques, vous n'avez pas à connaître le sujet, que ce soit le sujet numérique ou le sujet de la sécurité. Vous êtes accompagné à un diagnostic et aux éléments. Le phénomène dont on parlait tout à l'heure fait partie des éléments listés. Et s'il n'existe pas, ça nous permet, nous, de le connaître et de proposer assez rapidement du contenu pour tous les internautes. À côté de ça, et de manière proactive, puisque le sujet de la sensibilisation est extrêmement important, à côté du volet technique, parce que si je bâtis le plus balèze des coffres-forts numériques, mais que mon stagiaire ou mon DAF laisse la clé dessus, malheureusement, ça ne va pas aider. Il y a le volet, évidemment, sensibilisation et prévention. Dans ce cadre-là, sans faire la liste de tout ce qu'on a mis en place, on a créé un kit de sensibilisation. Le premier volet a été mis en ligne avant l'été dernier, et là, on travaille sur le deuxième pour offrir l'intégrale juste avant l'été. L'idée, c'est de se dire que le canal de l'entreprise est un bon canal pour sensibiliser, mais qu'en revanche, il faut arrêter sur le sujet, en tout cas cyber, l'usage du numérique, de faire une distinction totale des usages, et plutôt que de parler aux salariés, aux collaborateurs, de préserver les données de l'entreprise, on va peut-être plutôt lui expliquer comment éviter de perdre les 20 à 30 ans de photos de famille. Et tout de suite, ça résonne un peu plus. Donc pour ça, vous pourrez télécharger, c'est un moment pub, mais c'est gratuit. Et c'est pour vous, à la fois à titre professionnel et personnel, et pour vos familles et vos amis, ce kit. Donc il y aura 9 thématiques déclinées pour chacune, en à minima 3 supports, des fiches pratiques, des vidéos, il y a même des petites BD, des quiz, des trucs un peu sympas. Et ce qui est assez fort, c'est qu'il est proposé en licence ouverte. Ça veut dire que vous pouvez aller voir la com interne, par exemple, de vos entreprises. Je fais exprès de dire ça plutôt que la DSI ou les RSSI, parce que ce serait bien de décloisonner un petit peu le sujet. Et nous demander les codes sources pour tout simplement vous réapproprier au code couleur de l'entreprise, au ton et autres, mettant éventuellement le numéro du support, tous ces supports de sensibilisation et user, abuser et partager le plus largement possible. Donc tout est ouvert en ligne, vous pouvez le retrouver sur le site. Voilà, et avant l'été, donc en juin a priori, le deuxième volet. Ça marche. Sébastien, je voulais terminer par vous. Olivier disait, on voit souvent le cyber, la fraude comme un coût. Et c'est peut-être ça encore aujourd'hui le problème, si on devait conclure. Il y a une prise de conscience, mais elle n'est pas toujours suivie par des investissements en conséquence, je crois. C'est vrai. En fait, 80% des entreprises se déclarent inquiètes, d'une part par le phénomène lui-même, d'autre part par son évolution. Et 6 entreprises sur 10 n'ont pas alloué de budget spécifique à la prévention. Dans la prévention, on trouve également la solution d'assurance, qui ne se substitue pas à la prévention, mais qui est un des éléments de la prévention. Et je voudrais simplement rappeler que le rôle de l'assureur, c'est bien sûr de suivre le phénomène pour le comprendre et donc proposer les bonnes couvertures au bon prix, et que la plupart des risques qu'on a évoqués tout à l'heure sont couverts par les solutions d'assurance qui existent, et notamment la nôtre. On parlait de pertes directes en matière de fraude et de frais induits lorsqu'il faut engager des procédures judiciaires ou faire intervenir des experts. Tous ces frais-là, à commencer bien évidemment par le détournement lui-même, sont pris en charge par les polices d'assurance. Alors justement, c'est la fin de la table ronde et on veut vous donner la parole. Et on a déjà des questions qui arrivent par le webcast. Merci beaucoup. Et Sébastien, il y a une question sur laquelle vous pouvez rebondir. C'est quels sont les pays où on s'assure le plus dans ce domaine ? Alors, il y a des pays où on s'assure contre tout, et en particulier les pays anglo-saxons qui ont une maturité très particulière en matière de développement de produits d'assurance et en matière d'assurance tout court. Donc ça, c'est un constat, et la France est un petit peu en retard sur ce sujet. À l'échelle du groupe LR Hermès, qui est leader européen de l'assurance fraude, on a des pays dans lesquels le produit se développe beaucoup plus vite que dans d'autres. Et la France se positionne comment Alors, c'est en train de se développer, de façon significative, mais avec du retard par rapport à d'autres pays. Très bien. On a une autre question qui s'adresse à vous, Véronique. Et on nous demande quels sont les outils concrets qu'on peut mettre en œuvre, les outils de sensibilisation qu'on peut mettre en œuvre dans une entreprise. En gros, ceux qui nous regardent et ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain dans leur entreprise ? Alors, je pense que pour être efficace, il faut que les outils soient des outils simples, qu'on ne soit pas dans un système usine à gaz et surtout qu'ils soient ludiques.
Donc mon conseil, il se fait en deux parties. Le premier, c'est d'organiser une séance de sensibilisation qui permette d'élargir le périmètre de vigilance au sein de l'entreprise et d'associer non seulement les zones d'impact, mais tous les secteurs qui sont en amont et qui risquent de fournir un certain nombre d'informations importantes aux attaquants. Donc ça peut se faire en 2 heures. L'idée étant de rester dans le concret, de travailler à partir de cas vécus, de fraude ou de tentatives avérées, à partir de documents audio, vidéo. J'ai par exemple une vidéo où on voit Monsieur Le Drian en Skype en train de convaincre son interlocuteur. Donc ça, c'est un point important. L'idée étant que les personnes appréhendent l'ampleur du danger, qu'elles le partagent avec les zones les plus vulnérables comme la trésorerie, la finance ou l'informatique, et qu'elles développent ce que j'appelle leur pouvoir d'étonnement, c'est-à-dire, 1, se poser la question lorsqu'elles sont dans une situation douteuse, 2, faire remonter l'information, et 3, prendre les mesures de sécurité qui s'imposent. Parce qu'il faut savoir qu'en général, on est tous conscients du danger, mais on a beaucoup de mal à prendre des mesures de sécurité. Donc l'idée, c'est que ces personnes préparent une espèce de protocole face aux trois grands risques qui les concernent chacune, puisque chaque département a des risques différents. D'après le baromètre que l'on vient de publier, une entreprise sur 2 n'a pas mis en place de PRA ou de plan de crise pour définir les modalités d'intervention suite à une fraude. Donc là, ça fait partie des moyens qu'il faut mettre en œuvre et sur lesquels vous alertez aussi. Ah oui, tout à fait. Et là, je rejoins les propos de Véronique. Parfois, avant de mettre en place des dispositifs techniques complexes, il s'agit de savoir ou de définir qui doit appeler qui en cas de problème, voilà. Tout simplement. L'idée, c'est de faire simple face soit au doute, soit à la fraude avérée et de réagir très très vite. Très bien. Alors, je crois que la salle voulait s'exprimer. C'est le moment. On prend évidemment encore des questions en ligne, avec plaisir. Mais tout à l'heure, on a vu une petite émulation. Donc, si vous avez des retours d'expérience, des questions, n'hésitez pas. On a un micro qui est prêt à vous donner de la voix. Bonjour, Geneviève Parnedi-Mortel. Moi, je suis directrice financière indépendante. Et donc, j'ai créé ma SARL en 2007, et donc je suis la seule. Et il y a donc en janvier-février, j'ai reçu un mail, comme si c'est moi qui me l'étais moi-même envoyé. Donc, si j'avais eu des salariés, ils auraient pu croire recevoir effectivement un mail de ma part, en disant que j'avais été sur des sites porno, etc., et qu'il fallait qu'effectivement je verse de l'argent en bitcoin, etc. Je n'ai pas le style à aller sur des sites porno, donc je me suis doutée très rapidement que c'était une arnaque, donc je n'ai pas répondu. J'en ai reçu comme ça plusieurs fois. On me demandait à un moment donné, et ça m'a intriguée, de changer mon mot de passe et de ma boîte mail en fait. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, si je change, peut-être qu'ils vont en profiter pour récupérer mon mot de passe. Ça, vous pourrez peut-être me dire si j'ai bien fait ou pas. Et puis je suis allée voir en fait la société, service informatique de la société où je faisais une mission, qui m'ont dit de virer ces mails et de ne pas répondre. Enfin, de toute façon, j'avais pas l'intention de répondre. Et ils ont continué, j'en ai souvent eu. Et maintenant, de temps en temps, je reçois juste un mail vierge avec juste le nom de ma, enfin, l'adresse email. Et ce que j'ai constaté, c'est que je ne recevais ces mails que sur mon téléphone et pas sur mon PC. Et plutôt l'après-midi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, probablement un hacker américain plutôt qu'asiatique. Voilà. Et autre anecdote, en fait, hier simplement, ma fille a utilisé un PC que je lui avais passé, que je venais de changer de PC professionnel, et elle arrive, elle me dit, voilà, j'ai une image bizarre sur mon compte, on lui demandait de composer un numéro téléphonique, sinon, et c'était bloqué. Donc ma réaction, ça a été d'éteindre le PC complètement et de le rallumer cette fois avec moi, je suis l'administrateur. Et là, j'ai fait tourner tous mes antivirus qui ont détecté effectivement des virus actifs. Et ensuite, ça s'est terminé. Mais c'est vrai qu'il faut avoir, comme vous dites, les bons réflexes. Je pense c'est en allant sur un site pour commander un ticket quelque part, un événement à Vincennes, elle a dû peut-être récupérer. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ? Question de est-ce que j'aurais dû changer mon mot de passe ? Sur ce point-là que je voulais réagir, parce que c'était plutôt un témoignage. Bon, déjà, vous êtes une super utilisatrice. Vous avez plein de bons réflexes, c'est quand même super.
un point important, le changement de mot de passe. Au moindre doute, il faut le changer. Alors pas par le biais justement du mail que vous avez reçu, surtout pas. Mais en revanche, allez directement sur votre compte Gmail, Hotmail, Yahoo ou autre pour aller changer. C'est une bonne pratique. De toute façon, il faut le faire régulièrement. Alors c'est un peu casse-tête. Mais pour les petites têtes comme moi, il y a les gestionnaires de mots de passe qui s'en rappellent à votre place. C'est très bien. Je vous conseille, il y en a des gratuits qui sont très très bien. Mais ça, vraiment, moindre doute, vous le changez en allant directement sur le site. Pour le reste, vous avez certainement très bien réagi à chaque fois. De manière générale, n'utilisez jamais les liens qui sont dans les mails qu'on vous envoie pour accéder au compte dont vous avez l'habitude. Allez-y uniquement par les liens directs que vous avez mis dans vos propres bookmarks. C'est beaucoup plus efficace et ça évite toutes les solutions de phishing. Oui. Marie-Louise Bigot, DAF de Transition. J'ai aussi sur le plan personnel eu plusieurs tentatives d'arnaque. Et notamment, un conseil, lorsque vous vendez quelque chose sur le Bon Coin, ne donnez jamais votre adresse mail parce que c'est à partir de là qu'on utilise votre adresse mail. Voilà. Je me suis fait avoir aussi parce que j'ai reçu un mail tout à fait équivoque d'un site donc, me demandant de mettre à jour mes coordonnées suite à la mise en place de la politique RGPD. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'ils avaient piraté mon adresse. Donc, ne donnez jamais votre adresse mail, ne la faites pas apparaître sur des sites comme Le Bon Coin parce qu'elle peut tomber entre des mains indésirables. Voilà. Très bien. Je souhaitais rebondir sur le RGPD. On n'en a pas parlé parce que c'est un sujet à part entière. Mais est-ce que ça a changé la donne sur la maturité des entreprises en termes de lutte contre la fraude, justement? Caroline, vous voulez réagir? En tout cas, chez nous, pas du tout. C'était une formalité de plus à respecter qui est très contraignante, mais non. Et Sébastien, dans le baromètre, est-ce qu'on voit que les entreprises sont plus matures, ne serait-ce que sur la question de protection des données? Parce que l'année dernière, il y avait encore du travail à faire sur votre baromètre. Alors l'année dernière, la date de publication du baromètre coïncidait quasiment avec la date de mise en application du règlement européen. Donc c'était encore un petit peu jeune et on pouvait ne pas être surpris que de nombreuses entreprises ne s'estiment pas prêtes. Aujourd'hui, la majorité des entreprises s'estiment prêtes. De mon point de vue, je pense qu'aborder la notion de la protection de la donnée personnelle, c'est aussi aborder la notion de la sécurité informatique. Donc, je pense que c'est un effet vertueux. Lorsque j'entends que les entreprises s'estiment prêtes, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit peu de réserve, car je le rappelle, aujourd'hui, dans le cadre du baromètre 2019, 80% des entreprises estiment leur dispositif de prévention satisfaisant. Or, 1 sur 2 n'a pas de plan de reprise ou de plan de crise, ce qui me paraît être un sacré paradoxe. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. C'est parfois une question de coût, car on sent bien que la notion de sensibilisation au phénomène évolue de façon très importante. Il y a quelques années, puisqu'on parlait d'assurance tout à l'heure, il y a quelques années, 8 entreprises sur 10 qui étaient interrogées ignoraient qu'il existait des solutions d'assurance. Aujourd'hui, les entreprises savent globalement qu'il existe des solutions d'assurance. Donc à travers ça, c'est l'existence d'un phénomène dont on voudrait couvrir les conséquences. Mais encore de nombreuses ne sont pas assurées. Pourquoi? Certainement parce qu'elles considèrent que c'est un coût qu'elles ne peuvent pas assumer aujourd'hui, de la même façon qu'elles n'engagent pas suffisamment de moyens, et le baromètre le démontre, pour renforcer leur protection ou leur dispositif de prévention. Et je ferai un autre parallèle avec le RGPD. Le RGPD impose d'avoir un DPO, un Data Protection Officer. Et là, on a une question en ligne. Pour les entreprises le pouvant, ne serait-il pas judicieux de créer un poste de référent fraude? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose à faire, avoir quelqu'un qui est dédié à ça? Olivier, je vois que vous réagissez. Bien sûr, mais c'est déjà le cas dans les entreprises matures qui ont les moyens effectivement de supporter ce coût, parce que là, avoir un référent fraude, c'est un vrai coût, surtout qu'en référent fraude, c'est quand même une fonction qui est nouvelle, donc il faut beaucoup de formation, ça c'est une fonction qui est à mi-temps ou plein temps.
Mais il y a bien sûr des entreprises qui ont ça en interne, ça va de soi. Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Oui, évidemment. Alors, toute mesure doit être proportionnelle à l'entreprise qui l'applique, bien évidemment, mais c'est un sujet de gouvernance. Hein. Si la direction de l'entreprise ne croit pas au phénomène, ça va être très difficile de mettre en place des dispositifs en interne. Mais avoir quelqu'un qui centralise les informations et les actions à mener sur ce sujet, c'est bien évidemment vertueux. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Ah oui, monsieur. Oui, Hervé Gambert, bonjour. Je voulais savoir s'il existe un annuaire des sites et adresses mail auxquels on peut adresser toutes les tentatives de phishing qu'on reçoit et autres, comme vous avec cybermalveillance.gouv.fr, ou moi je connais aussi abuse@orange.com. C'est à mon avis un acte de civisme de faire remonter ce genre d'informations. Oui, monsieur. Il y a des plateformes qui existent pour ça. Il y a notamment dans le cas du phishing, Phishing Initiative, dans le cas du spam, Signal Spam. Alors après, ça fait beaucoup de noms de plateformes à retenir. Et c'est aussi pour ça qu'on a été créé, pour être un guichet unique vers ces sites-là. Donc c'est pas fait sous forme d'annuaire, puisque la valeur ajoutée de cybermalveillance GouverFR, c'est aussi d'être autre chose qu'un annuaire, parce que vous savez aujourd'hui ce qu'est un phishing et ce qu'est un spam. Pas forcément le cas de tout le monde. Donc l'idée, c'est poser quelques questions, c'est très très court, aux gens pour savoir vraiment de quoi il s'agit et les rediriger effectivement quand il s'agit d'une plateforme pour du signalement vers l'organisme. Et le dernier, parce que généralement il y a les trois qui sont beaucoup sollicités, ça va être Internet signalement lorsque vous voyez des contenus illicites type pédopornographie, terreau, etc. La trésorerie, la DSI, on a parlé aussi des attaques par mail. Il y a eu des témoignages. Je voulais savoir si, pour vous, les sites Internet des entreprises pouvaient être considérés comme des zones vulnérables. Et si vous avez des conseils à donner aux chefs d'entreprise, de PME, concernant les protections de leur site Internet contre la fraude. Là aussi, tout doit être proportionné. Si vous êtes vraiment une PME et vous avez un site vitrine qui mène vers aucun de vos systèmes d'information, qui est juste une plaquette commerciale en ligne, franchement, vous pouvez dormir tranquille. Hein, ça ne va pas mener vers grand-chose, si ce n'est peut-être votre adresse mail derrière un formulaire. Donc ça, c'est pas très grave. Si en revanche, vous commencez à avoir des sites qui sont connectés à votre système d'information, là, il faut absolument avoir des mesures beaucoup plus fortes. La première d'entre elles qui peut être intéressante, c'est de faire des penetration tests, c'est-à-dire de payer des gens qui sont des hackers officiels pour pénétrer sur votre système, pour voir là où sont les vulnérabilités et comment il faut transformer vos sites. Ça, c'est extrêmement important. Et là encore, on voit une grande hétérogénéité entre des sites. Souvent, quand vous avez des sites développés par des tiers, qui sont dans un objectif là aussi assez héroïste, où les problématiques de sécurité sont loin d'être le premier de leurs soucis, versus des sites que vous développez en interne où vous pouvez être directement sensibiliser à ça. Donc, faire un penetration test, ça coûte un petit peu d'argent, mais ça vaut absolument la peine. Mais voilà, juste de nuancer sur le petit site où il n'y a pas forcément de e-commerce derrière, ça peut avoir de gros impacts parce qu'il y a quand même, on n'y pense pas beaucoup, mais ce qui s'appelle la défiguration donc, de site, le défaçage, où on va remplacer la homepage de votre site avec des liens vers l'État islamique, vers du porno, vers tout ce que vous voulez. Donc en termes d'image, de marque, ça peut être très très compliqué. On a le cas quasiment tous les jours. Hein. Donc c'est pour ça que je mets ça. Et le meilleur conseil qu'on peut vous prodiguer, c'est si vous vous posez ces questions-là, c'est qu'il faut se faire accompagner. De la même manière que pour le comptable, on se fait accompagner à hauteur de ses besoins par le petit comptable de quartier ou le grand cabinet d'experts comptables, c'est aller chercher des professionnels du numérique pour être en capacité de gérer la partie installation, évidemment, développement du site, la maintenance et le dépannage, l'assistance s'il y avait un souci. C'est extrêmement important d'être avec le bon prestataire numérique. Alors, juste pour rebondir et aussi aller dans votre sens, il y a juste aussi une chose que vous pouvez mettre en place, c'est une petite veille sur les mots-clés de votre marque
et votre univers pour s'assurer que quelqu'un n'est pas en train de dupliquer votre site avec une URL qui ressemble. Nous, on a eu le cas, quelqu'un qui a pris le site October, mis sur une adresse exotique, qui n'est pas un point .ru en l'occurrence, et qui en fait se présente comme un de nos franchisés en Russie et démarche directement des épargnants en disant que c'est notre franchisé en Russie et pour collecter de l'épargne auprès d'eux physiquement. On a même eu des vidéos de gens qui se sont fait piéger, qui nous ont envoyé ces vidéos. Et donc là, ils utilisent un site se présentant comme notre franchisé. Donc là, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est au-delà de votre site, c'est vérifier que personne n'usurpe votre marque avec des messages très proches, ou en général, ils recopient carrément c'est carrément des copies d'écran juste traduites dans la langue. Nous allons conclure. Merci à tous d'avoir joué le jeu, parce que comme on l'a dit, c'est pas évident de parler de ces vulnérabilités. Donc merci beaucoup. Je vous invite à rester. Certains de nos intervenants seront là. Venez les solliciter parce qu'ils ont encore plein d'autres choses à dire. Croyez-moi, on n'a utilisé que 10% de leur potentiel ce matin, donc vous pouvez aller les questionner. Merci à vous d'être venus et merci à tous, à Euler Hermès et à la DFCG d'avoir organisé cet événement.